Mesdames et messieurs, bonjour. Notre thème d'aujourd'hui est celui du financement de l'entreprise. Au moment où l'Algérie enregistre une carence pratiquement de 1 million d'entreprises, on assiste à une mortalité chaque année de plus de 40 000, c'est-à-dire 40% de mortalité des entreprises. Les raisons sont multiples et variées. Il y a le problème du financement, il y a le problème de la fiscalité, il y a le problème du climat des affaires qui n'est pas propice aux entreprises. Toutes ces raisons font que l'entreprise algérienne a vraiment un problème d'épanouissement, un problème de développement. Avec nous aujourd'hui, M. Hakim Berrah, président de la commission d'orientation de la surveillance des opérations boursières, qui va débattre avec nous la problématique du financement de l'entreprise. Monsieur Hakim, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Est-ce que l'entreprise algérienne aujourd'hui mériterait un débat serein, scientifique et d'avenir? Tout à fait. L'entreprise est confrontée à de multiples problèmes. Et ça mérite un débat national, sociétal, sur la place de l'entreprise dans le développement de l'économie. Comme vous le savez, comme dans la plupart des pays, le tissu, le maillage des entreprises chez nous est insuffisant. Il est fait de PME, bien sûr, et de grandes entreprises. Mais c'est les PME qui tiennent plus de 95% des entreprises dans tous les pays, et notamment en Algérie. J'ai parlé tout à l'heure de la mortalité des entreprises. Au moment où l'Algérie aurait besoin, franchement, d'une pléthore d'entreprises pour aider un peu sa croissance, pour absorber le chômage, pour plusieurs raisons. Au moment aussi où nous avons pratiquement 2000 entreprises publiques qui sont pratiquement à 60 ou 70% déficitaires. L'État a tendance à toujours mettre la main dans la poche et pour faire du dumping. Alors ma question est, est-ce qu'aujourd'hui en Algérie, on a toujours peur du privé? Je ne pense pas que l'on ait peur du privé. Par contre, le privé a de la peine à trouver sa place dans le schéma de l'entreprise. Actuellement, beaucoup d'entreprises sont privées, elles gagnent de plus en plus de terrain dans les activités liées à l'économie, mais l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, est confrontée à d'énormes problèmes. Vous avez cité, il y a des problèmes de niveau, il faut le dire, il y a des problèmes fiscaux, parce qu'il y a une concurrence déloyale de l'économie, non, de l'économie informelle déjà. Ouais. L'économie informelle. Il y a parfois la lourdeur bureaucratique qu'il faut, c'est-à-dire qu'on fasse confiance à ces entrepreneurs, qu'il y ait des contrôles a posteriori, c'est normal, mais il faut faire confiance aux gens, il faut revoir la fiscalité pour qu'elle soit moins forte, pour élargir l'assiette. Donc il y a plusieurs actions qui doivent être menées, et puis il y a le coaching des entreprises. Il y a plusieurs entreprises qui, faute d'une bonne gouvernance, d'un bon management, n'arrivent pas, ou d'une étude suffisante du marché, n'arrivent pas à se développer dans le marché. Et puis, on peut citer aussi pêle-mêle l'adéquation entre la formation et l'entreprise, et le terrain. Donc souvent, il y a des gens qui disent « nous ne trouvons pas de boulot », mais l'entreprise dit aussi « nous ne trouvons pas de recrues pour répondre à nos besoins ». Donc c'est l'adéquation entre la formation et l'entreprise. Le profilage. Absolument. Et puis, nos entreprises, d'une manière générale, et de ce que je sais de l'entreprise, sont insuffisamment dotées en termes de ressources humaines. C'est-à-dire que vous trouvez très peu d'ingénieurs, très peu de cadres très compétents. Donc cela, il y a un travail de fond à redonner à l'entreprise. Il y a les salaires. On peut citer pêle-mêle plein de petits problèmes. Il faut que l'entreprise aussi arrive à bien payer les cadres et à les retenir et à les motiver et à créer une culture d'entreprise saine et propice
En fait, il y a tout le développement de l'entreprise qui est à revoir. Quelle est la place de l'entreprise dans la société? La place de l'entreprise, parce que l'entreprise, je le dis souvent, n'appartient pas uniquement aux apporteurs de capitaux. Elle appartient aux salariés, qui passe des années dedans, elle appartient bien sûr aux propriétaires, mais elle appartient aussi à la communauté parce qu'elle a un rôle à jouer. Et c'est pour ça que l'État aide les entreprises, parce que les entreprises ont un rôle à jouer dans la communauté. Donc c'est ce rôle d'entreprise qu'il faut revoir. Et puis, je le dis souvent, il faut enlever cette relation affective entre les détenteurs de capitaux et leur entreprise. Et là, on peut toucher la question de la transmission de l'entreprise, de l'ouverture du capital de l'entreprise, de l'ouverture de la transformation de la plupart des heures et des SARL en SPA, à une bonne gouvernance. C'est le prix à payer pour que l'entreprise soit pérenne. J'ai eu un chiffre récemment par rapport aux aides de l'État concernant les dispositifs qu'il a mis au service de l'ONSEJ. Le chiffre est faramineux. On parle de 120 milliards de dinars à la fin 2014. Ça, d'une part. D'autre part, on a le gouverneur de la Banque d'Algérie qui nous dit récemment dans son dernier rapport que le crédit octroyé par les banques, il est réparti en 50% privé, 50% public. D'accord. La levée des fonds, si on fait un petit sondage au niveau des entreprises, on remarque qu'il y a une injustice. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Hakim? D'abord, il y a un mauvais accompagnement de l'État par rapport aux micro-entreprises qu'ils ont créées dans le cadre de l'ONSEJ. L'ONSEJ et de la CNAC. Et de la CNAC et de l'ANGEAN. Tous les dispositifs. Et le gouverneur nous dit que, voilà, il y a 50% des crédits. Ça, si on fait le chiffre, j'ai lu dernièrement dans les 4 900 milliards de dinars. Donc tout cet argent, et l'entreprise algérienne n'émerge pas. Voilà. Alors, c'est une excellente question, mais qui pose beaucoup de sous-questions, si je puis dire. Donc, la première, les dispositifs aidés de création d'entreprise, c'était une excellente décision parce qu'il fallait accompagner des entrepreneurs dans le développement de la PME, etc. Donc, ça a été fait. Ça a été fait, peut-être, ce n'était pas optimal, dans le sens où il n'y avait pas de coaching de ces entrepreneurs. Il y a eu beaucoup de modèles dans le monde où une personne qualifiée coach une dizaine, une quinzaine d'entreprises dans l'identification du secteur d'activité, la mise en place des structures de cette entreprise, le démarrage de l'activité. Il y a eu quelques réussites en Algérie dans cela. Hier, c'était dans la presse que les gens sont encore tenus de rembourser, qu'il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Je pense que c'est une excellente décision dans le sens où la responsabilité n'incombe pas qu'à ces jeunes promoteurs. Mais c'est une excellente chose si toutefois la démarche en elle-même n'obéit pas à une recherche d'une paix sociale. Parce qu'il faut, à mon avis, il faut apprendre aux chefs d'entreprise d'être responsables. C'est un juste équilibre entre la recherche de la stabilité et la recherche de la performance. Et ces gens-là, il faut les accompagner, il faut les former, il faut les coacher. Par exemple, si vous prenez certains pays comme la France ou l'Angleterre, ce sont les retraités des entreprises qui coachent bénévolement ces entreprises-là. Parce qu'un jeune qui a 20 ans ou 22 ans, fraîchement issu ou peut-être pas de l'université, n'a pas les capacités managériales. Il voit une opportunité, il crée une entreprise, il confond le chiffre d'affaires avec les bénéfices, il y a plusieurs confusions et le résultat, il y a plusieurs confusions qui sont faites. Donc là, toute expérience est bonne à prendre. Il faut en tirer, il faut ajuster le tir sur le financement des créations d'entreprises et des systèmes d'aide qui existent, mais tous les pays aident leurs entrepreneurs. Seulement, il faut faire peut-être un diagnostic sur la réussite. Si on a injecté 100, quel est le retour, quels sont les postes créés, quelle est la richesse
créées, etc. Et je pense que nous qui avons vécu des moments difficiles, que la paix sociale et la stabilité sont un facteur également de développement propice à l'émergence d'une économie saine, qu'il faut de plus en plus formaliser, la faire sortir de l'économie informelle par des biais qui sont des mécanismes qui sont connus par les dirigeants. On est bien d'accord, mais il faut bien aussi responsabiliser les porteurs de projets. C'est-à-dire, si on a une levée de fonds, il faut que le porteur de projet soit responsable de ce fonds. En France, par exemple, pour ne citer que la France, parce que bon, c'est nos voisins les plus proches, il y a des démarches pour créer des startups, pour mélanger entre la gouvernance et la gestion et le scientifique. Nous, on ne l'a pas. Non, on ne l'a pas. Et là, vous retombez exactement dans le problème du financement. Il faut revoir les modes de financement. L'aide ne peut pas être attribuée à 100%. Il faut que la personne apporte déjà pour qu'elle soit responsabilisée. Deuxièmement, il est très bien d'avoir des fonds, peut-être privés, d'amorçage, de développement, des business angels, pour financer et surveiller ces entreprises. Parce que la première responsabilisation, elle est du fait que la personne apporte de ses propres capitaux. Vous ne pouvez pas être financé à 100%, vous ne pouvez pas être responsabilisé tant que ce n'est pas votre argent, ni votre responsabilité. Donc là, entre la formation, le coaching et une combinaison des financements entre l'aide et des financements d'autres structures, des banques spécialisées dans la microfinance, des fonds spécialisés dans l'amorçage, la création d'entreprises, etc. Donc, cette combinaison fait que ça peut être un modèle gagnant. Mais il faut qu'on arrive, on fait un diagnostic et on passe à un niveau qualitatif supérieur. Hakim, vous êtes le président de la COSOB. La bourse est par définition un moyen, un levier pour lever des fonds. C'est une garantie dans la gestion, c'est une transparence garantie. Est-ce que l'introduction en bourse reste aussi difficile? Parce qu'on voit que les PME n'ont pas droit à cet accès. Justement, on a créé en 2012 un compartiment PME où les conditions d'accès à ce marché sont facilitées et simplifiées. Nous avons eu la première entreprise qui est entrée en bourse le 12 décembre, AOM Invest, qui est une société qui a, dans le secteur d'activité et le tourisme thermal et la promotion du tourisme. Nous avons deux autres entreprises qui vont rentrer bientôt, donc qui ont donné leur lettre d'intention, donc qui sont en pleine phase préparatoire. L'une dans le secteur agroalimentaire et l'autre dans le secteur industriel. C'est pour vous dire que le travail répétitif des autorités, de la GBV, etc., commence à porter ses fruits en termes d'éducation financière. Et là, le marché de PME est très simple à rentrer. Il faut que l'entreprise, bien sûr, se dote, qu'elle soit une SPA, qu'elle ait une bonne gouvernance, qu'elle ait surtout de la transparence. Et c'est là où le bas blesse souvent. Donc, il faut coacher ces entreprises, il faut les encadrer, il faut les accompagner pour la pérennité. Parce que contrairement à ce que l'on pense, aller vers la gouvernance, vers la rectitude fiscale, c'est un gage de pérennité de l'entreprise. C'est un gage que l'entreprise va durer longtemps. Et dans un court-termisme, ça semble coûter de l'argent, ça semble élever le niveau. Il faut apprendre aux entreprises à recruter des gens de haut niveau, à recruter des ingénieurs, à recruter des matheux, et c'est comme ça que l'entreprise avance. Je dis cela parce que se profile une révolution digitale, se profile une rupture, une digitalisation de l'économie à court ou moyen terme. Et il faut se préparer. Il faut se préparer notamment par la ressource humaine. La bourse est un levier absolument fantastique pour crédible. Vous savez, s'il y a un étranger qui arrive et qui cherche une entreprise dans un domaine, la première chose qu'il voit, c'est la bourse.
la première chose où il va chercher une entreprise, c'est la bourse. Parce que la bourse, comme vous l'avez souligné, c'est le garant de la transparence, c'est le garant d'une bonne gouvernance, et donc les gens vont chercher ces entreprises. Et de là, il faut inviter les gens à venir à la bourse justement pour assurer cette pérennité et assurer, et c'est pour ça que nous disons, tant pour les entreprises privées que publiques, il faut aller vers la bourse, que ce soit en ouverture de capital ou que ce soit dans le truc obligataire, sur le marché obligataire, et nous avons même des produits Sharia compliant de titres participatifs, ce qui fait les entreprises ont toute une panoplie d'instruments qui peuvent lever. Et si une entreprise, ça s'est fait un petit peu par le passé, et là, les entreprises sont frileuses pour le faire. Par exemple, si vous prenez une entreprise publique qui émet une obligation, ça oblige l'entreprise vers une nouvelle culture financière, vers une transparence, vers une bonne gouvernance, vers une bonne gestion, vers un management éclairé, vers la communication financière, etc. Donc tout cela, ça fait des... Moi, si j'étais patron d'une entreprise publique, même si je n'avais pas besoin d'argent, j'émettrais une obligation pour faire un saut qualitatif dans le management de l'entreprise publique. Très bien, Hakim. C'est très instructif. Sauf que j'ai un petit bémol à faire. On entend beaucoup parler, à un certain moment, on entendait maintenant beaucoup moins, le FCE. Le FCE, cette association qui est devenue syndicat après, bougeait tellement et faisait tellement de choses, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Mais il n'incite pas, cette organisation n'incite pas les entreprises qui y adhèrent à se bousculer à la porte de la bourse. Je ne comprends pas ce double, c'est-à-dire on veut bien bénéficier des marchés publics, mais pour participer à la vie de la bourse, il n'y a pas une incitation. À part que 2, 3, savoir NCA Riba et Alliance Assurance, qui, à mon avis, ont fait leur introduction par décision politique plus qu'autre chose. En fait, c'est un choix de management. Le FCE, les actions qu'il mène en direction du marché de la transparence se sont traduites notamment par des organisations de séminaires, de tables rondes au profit des chefs d'entreprise. Ensuite, c'est aux chefs d'entreprise individuellement de passer le cap et de rentrer en bourse en termes de financement. Je pense, c'est vrai que ça prend du temps parce que c'est une culture financière. C'est pas, il y a plusieurs entreprises qui sont membres du FCE qui nous contactent, qui sont intéressées par une éventuelle introduction en bourse. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un saut qualitatif que doit faire. Et je pense que la première étape qu'a faite le FCE en termes de communication, en termes d'organisation de tables rondes, j'ai participé à des universités du FCE où il y a eu des tables rondes animées autour du rôle de la bourse, et je pense que maintenant il faut repartir à l'assaut, il faut qu'il y ait ce saut qualitatif de nos entreprises, qu'elles soient du FCE ou hors du FCE. Mais comment alimenter, Hakim, cette culture boursière? Quelle démarche faut-il entreprendre? Alors, une émission comme aujourd'hui... Un matraquage médiatique. Tout à fait. Il faut un matraquage médiatique. Il faut que dans les programmes scolaires, comme ça se fait dans tous les pays du monde, qu'il y ait une culture financière qui soit dans les manuels scolaires. Il faut professionnaliser et créer de nouveaux métiers. Vous savez, nous manquons cruellement de professionnels. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas encore un marché qui est bien développé. Donc il faut former les professionnels. Il faut que la jeune génération s'imprègne dès le collège, par exemple, de cette culture financière. Il faut créer des produits, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Par exemple, si vous prenez l'Indonésie, la Malaisie, à votre naissance, avant la CNEP avait un beau produit qui était pour l'épargne logement.
Donc, on pouvait acquérir un logement avec des taux préférentiels, etc. Il faut le faire, par exemple, pour le hedge. Il faut le faire pour acquérir un logement. Et c'est comme ça qu'on a cette culture. Il faut offrir des produits. Il y a des produits dans l'immobilier qu'il faut développer. Donc, à nous d'avoir une multitude de produits, mais pour diffuser cette culture financière, chacun a un rôle à jouer. L'université a un rôle à jouer, l'école a un rôle à jouer, nous avons un rôle à jouer. Et dans toutes les formations, surtout au niveau universitaire, il faut qu'il y ait... Il ne suffit pas de faire, par exemple, une licence en finance traditionnelle, mais il faut multiplier les actions pour faire de l'économie moderne avec des outils modernes. Justement, j'allais venir à cette question. Comment la bourse peut contribuer à l'économie nationale? La bourse est la vitrine de l'économie. Et dans cet état de fait, nous, actuellement, nous faisons beaucoup de pédagogie, ce qui n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est une autorité de régulation. Mais nous le faisons parce qu'il faut que quelqu'un le fasse sur le marché. Donc, nous le faisons, la SGBV le fait, certaines banques et assureurs le font. Donc, on travaille beaucoup sur la diffusion de cette culture financière. Mais il faut aussi que ce soit l'école, les médias qui fassent des choses professionnelles sur la question. Vous savez qu'en 2018, le président français avait décrété que c'était l'année de l'éducation financière. Lui, il a estimé que la France n'avait pas assez d'éducation financière. Alors, je vous laisse deviner pour Hakim, pour une dernière question, j'ai une dernière question, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. J'ai une dernière question qui est très importante. Vous avez fait dernièrement le 4e colloque de la COSOB sur les nouveaux métiers. Sur la blockchain notamment. Sur la blockchain notamment. Et vous avez signé avec l'ESC un master d'analyste financier. Et vous avez dans votre discours, vous avez mis le point sur la formation en mathématiques, en analyse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... Est-ce qu'on a un manque de mathématiciens? Pourtant, à l'époque, on disait, oui, l'Algérien, il est vraiment fort en mathématiques et tout ça. Vous êtes vous-même mathématicien, docteur en mathématiques. Alors, pourtant, l'Algérien est connu. L'Algérien est bon en mathématiques. L'université de Bebzouar, que je connais bien, ou l'École nationale polytechnique, etc., forment d'excellents profils. Alors là, il y a plusieurs problèmes. Un, nous ne formons pas assez dans ces disciplines. J'ai lu des statistiques qui méritent confirmation, c'est autour de 15 000. C'est absolument insuffisant quand vous savez que la Chine forme 1 million d'ingénieurs par an. Donc, nous ne formons pas assez. Ils sont 1,8 milliard. Mais il faut former. Ouais, il faut former. Sur les 15 000, on nous dit que plus de 2 tiers partent à l'étranger. Donc, il y a une très forte déperdition. Donc, il faut savoir les garder, les assimiler dans les entreprises, leur offrir des postes adéquats. Qu'est-ce qui veut dire poste adéquat? Ce n'est pas les salaires. C'est un poste où ils s'épanouissent, où ils appliquent ce qu'ils ont appris à l'université dans l'entreprise. Nous ne savons pas très bien le faire. Ensuite, il faut, quand on a organisé des séminaires sur la blockchain, j'ai eu même des commentaires sur les réseaux sociaux, des gens nous disent, bon, on est tellement loin des blockchains, il faut faire déjà le guichet de banque. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais il ne faut pas être déconnecté. Il faut savoir structurer nos besoins. Je fais après-demain une intervention sur l'intelligence artificielle. Donc, comment voulez-vous qu'un manager comprenne les enjeux de demain qui sont de big data, qui sont la convergence de toutes les technologies et l'intelligence artificielle, s'il n'a pas une formation de sciences dures, fondamentales, entre la physique, l'informatique et les mathématiques? Moi, j'ai dit lors de l'institut que même les gens qui font du droit, de la sociologie, devaient faire des études liées aux maths, à l'algorithmique. Donc nous avons de bonnes personnes bien formées. Il faut savoir les retenir et il faut financer ces développements. Nous, dans les nouvelles technologies, nous ne finançons pratiquement que l'infrastructure. La fracture numérique induite par les nouvelles technologies, elle est terrible. Elle est bien plus forte que les autres fractures. C'est vrai qu'il y a une fracture liée aux inégalités, ça on peut la comprendre aisément,
Il y a une fracture liée à l'accès à Internet et infrastructures, ce que les autorités investissent beaucoup dans ce segment, mais il y a d'énormes fractures par ailleurs. C'est les fractures liées aux usages, les fractures liées à la performance, et c'est les fractures liées ensuite à la passerelle entre toutes ces technologies. Ouais. Et nous avons une multitude de problèmes qui vont jaillir de cette révolution numérique, comme la protection des data, etc., qui est une question de souveraineté nationale. Parce que comme dit l'adage, si quelque chose est gratuit sur Internet, c'est que le produit, c'est vous. Merci beaucoup Hakim d'avoir honoré plaisir. mon invitation. C'était très très instructif. Mesdames et messieurs, nul doute que la bourse joue un rôle prépondérant dans le développement d'un pays. Le bel exemple, c'est le Singapour. Le Singapour, il a connu un saut vers les pays développés en 50 ans, justement en devenant le premier marché boursier en Asie. Ouais. Mesdames et messieurs, ainsi donc s'achève notre première émission du Zoom de Crésus. En attendant de vous revoir la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne fin de soirée.